Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, ZigZig Sputnik, un des groupes les plus méprisés du milieu des années 80 et à mon sens un des plus incompris également, mais aussi un des groupes que j'ai le plus aimé dans ma vie de passionné de musique, quoi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, un amour qui n'a fait que se renforcer d'ailleurs face à l'adversité générale. C'est vraiment le nom où quand je le sors, les gens me regardent en se demandant si je plaisante ou pas, et quand ils comprennent que je plaisante pas, c'est très drôle. Donc, j'avais promis de la faire depuis très longtemps. Il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissent ZigZig Sputnik et qui me harcelaient en PM pour que je la fasse, même si évidemment ça va pas parler à beaucoup de gens et je me doute bien que c'est pas la plus fédératrice des vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, mais c'est aussi un peu un caprice et il est bon parfois d'y céder. Wastelands of the 80s music scene. There was to come a group who would take the fifth step into the future of rock and roll. A group whose principal interests are TV, Star Wars. What we need is designer bottoms. Home computers, high-tech sex. But are they going to cause us any trouble? The Ultra Vixens. Adrenaline. Excitement. You mean they're going to make a record? Get ready for the fifth generation of rock and roll. Alors, je vais diviser la vidéo en deux parties. Une première partie où je vais parler de l'histoire un peu du groupe, de mon rapport aussi à ce groupe, et une deuxième partie sur ma collection de conneries liées à ZigZig Sputnik, parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses. Je pense que c'est le groupe dont je possède le plus d'objets, voilà, c'est même absolument certain. J'ai même d'ailleurs des objets dont les membres du groupe ignoraient eux-mêmes l'existence. Ça m'a fait beaucoup rire. Alors, ZigZig Sputnik. Alors le groupe il a été formé en 1982 par Tony James, donc qui était avant cela un des membres de Generation X, voilà, avec Billy Idol, donc voilà, dans le mouvement punk londonien, et avec Neil X. Donc c'est voilà, tous les deux ils ont formé ce groupe. Ils ont ensuite engagé des musiciens qui n'en étaient pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont en fait dès le début été à rebrousse-poil de ce qui se faisait. Ils ont cherché des gens avec une mentalité qui leur plaisait et des looks qui leur plaisaient. Donc c'est comme ça que le chanteur Martin Degville a été approché et engagé, et c'est la même chose pour les batteurs, oui, car le groupe avait aussi cette particularité que je trouve absolument géniale, enfin aussi géniale que superflue, d'avoir deux batteurs, voilà, deux batteurs en simultané. C'est absolument incroyable. Donc voilà, alors au tout début, on va très vite retrouver aussi la présence d'un ami de Tony James qui s'appelle Mick Jones, qui est donc le membre fondateur, enfin et chanteur de The Clash. Pour ceux qui connaissent, voilà, groupe ultra culte, donc un pote et qui a été ingé son sur les premières démos de ZigZig Sputnik et qui a même participé au tout premier concert du groupe, voilà, mais dans des clubs, enfin les trucs à l'époque étaient totalement inconnus. Alors ensuite, comment ça va se passer? En fait en 84 les médias vont commencer à s'intéresser à eux parce que justement ces concerts font beaucoup parler d'eux, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Là, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de violence, y compris provoquées sur scène en fait par Martin Degville. Donc il y a une atmosphère très punk trash déjantée qui fait un peu peur à tout le monde, mais qui du coup évidemment fait parler, ça fait de la pub, quoi. Alors donc là évidemment personne en réalité ne connaît vraiment le groupe. D'ailleurs il n'a pas vraiment de chansons à son répertoire et il fait des reprises. Mais des reprises à sa sauce, donc c'est avec des sons très entre la pop disco new wave, enfin c'est très étrange, avec un côté très futuriste aussi, enfin bon, dans les arrangements je veux dire. Ils vont immédiatement faire les gros titres, en fait fin 85, quand la maison de disques, enfin la major EMI va les signer pour une somme hallucinante de plus de 4 millions de dollars. Donc c'est quelque chose qui n'arrivait absolument jamais à l'époque. On a appris depuis que la somme en fait a été gonflée. C'était beaucoup moins, mais ça restait une somme absolument énorme. Donc voilà. Et le groupe va donc se mettre à bosser sur son premier album. Pour cela, il va demander directement à Prince de le produire. Alors c'est drôle parce que moi ça je l'ai appris il y a quelques années, mais je l'ignorais à l'époque. Alors Prince il va d'abord être intéressé, mais il va finalement décliner à l'écoute des démos dont il trouve qu'elles délivrent un message beaucoup trop violent qu'il ne cautionne pas.
Alors effectivement, Ziggy Sputnik, surtout au début, c'est aussi bien dans l'imagerie que dans les textes, et même de point de vue sonore en fait. Il y a quelque chose de violent, de futuriste, mais et de sexy aussi, mais c'est très, on pourrait dire obscène, vulgaire, etc. C'est ultra calculé évidemment, mais ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Alors ils vont se tourner après assez rapidement vers leur idole Giorgio Moroder. Alors Giorgio Moroder, je pense qu'il y en a quand même beaucoup parmi vous qui savent parfaitement bien qui c'est. Bon. En gros, c'est le mec à qui on doit la BO sublimissime de Midnight Express, pour laquelle il a eu d'ailleurs des récompenses. La BO également de Scarface, qui est juste un chef-d'œuvre. Où il y a d'ailleurs la chanson Call Me de Blondie, qui a été composée par Moroder. Moroder, c'est aussi le mec qui a composé What a Feeling, donc le tube de Flashdance. Il a également composé Danger Zone, le tube de Top Gun. Idem d'ailleurs, il a écrit la chanson Take My Breath Away, donc le méga tube du groupe Berlin à l'époque. Enfin voilà, la liste est vraiment sans fin. Il a bossé avec les plus grands. Enfin voilà, c'est une légende en fait. Donc c'est un mec qui vient du disco et qui s'est approprié la new wave et tout et tout. Alors on a même dernièrement, il avait participé au tout dernier album studio des Daft Punk, qui sont des fans fous de Giorgio Moroder. Alors Giorgio Moroder, quand il va être approché par Ziggy Sputnik pour produire leur premier album, lui ça va être tout l'inverse de Prince. Il adore la démarche, voilà, le violence artistique, le truc comme ça, le côté déjanté, futuriste et tout. Et lui, voilà, tout ça, ça lui parle à balle. Il trouve les démos géniales. Enfin donc il va produire tout l'album Flaunt It, dont je vais reparler très rapidement, qui va être le premier album studio du groupe. Avant cela, enfin peu avant la sortie de cet album, le groupe sort donc son premier single, Love Missile F111, donc le missile F111 comme on disait en France, donc produit par Moroder. Là ça va être gros tube, gros carton dans énormément de pays avec avec quelques variantes tout de même. Et je me souviens que même en France il était dans le top 50. Enfin voilà. Donc un morceau qui pose les bases du son Ziggy Sputnik qu'on adore ou qu'on déteste. Et là voilà, même moi dès le début, donc moi c'est à la sortie de ce single, je me souviens que c'était le clip de la semaine sur les enfants du rock. J'ai vu ça et ça m'a coupé les pattes quoi. C'est au-delà d'adorer. J'étais obsédé par ce truc. Donc mais d'un point de vue sonore, rien que la rythmique, donc le tempo, ce truc-là qu'ils vont décliner, ça va leur être beaucoup reproché sur plein de chansons par la suite. Moi au contraire j'ai adoré parce que j'ai complètement compris et adhéré à cette démarche. Mais elle n'était pas populaire et surtout ça se faisait pas du tout dans la pop musique des années 80. Il y a aussi l'utilisation des samples où là Sputnik va vraiment marquer un grand coup et il va y avoir énormément d'artistes par la suite qui vont utiliser des samples. Alors ça peut être des samples de films, de plein de choses dans leurs compos et qui vont dire très tranquillement dans les interviews que ils ont eu ces idées-là en découvrant Ziggy Sputnik alors selon les âges quand ils étaient ados tout ça. Donc en tout cas le single cartonne, le clip aussi cartonne, c'est un clip extrêmement percutant à la Blade Runner. Enfin il y a vraiment une imagerie ultra travaillée. Donc le clip est très important je pense dans le succès au tout début de ce groupe et ça a été pareil d'ailleurs avec le clip du deuxième single 21st Century Boy. Faut dire aussi qu'à ce moment-là John Hughes qui termine le montage de son film La folle journée de Ferris Bueller découvre Ziggy Sputnik et totalement en adoration devant la chanson et il va décider d'en mettre les 3/4 dans le film. Donc voilà, donc il y a une séance culte où on entend presque l'intégralité de Love Missile F111 dans le film de John Hughes et ça a évidemment contribué surtout aux États-Unis à faire connaître le groupe, sachant que par la suite il y a pas mal d'artistes américains alors de divers milieux d'ailleurs qui ont développé des obsessions pour Sputnik, y compris par la suite, une fois que le groupe n'existait plus mais où il est devenu totalement culte. Voilà, il y a même pour les fans de heavy metal et de glam metal plus particulièrement, dans l'album le plus vendu au monde de Poison, donc plus de 8 millions de copies quand même. Dans le livret, il y a une photo de Ricky Rocket, donc un des membres de Poison dans sa chambre, et au mur, il y a un poster de l'album Flaunt It, voilà, pour dire un peu l'ampleur du truc. Donc là on est fin 85, début 86, Ziggy Sputnik est vraiment partout dans la presse musicale, mais même de pop culture, ID Magazine, enfin ça dépasse le cadre des magazines de musique en fait. Ils vont avoir Tony James avec le recul il dit qu'il y a eu une sorte d'overdose quoi. Moi je trouve pas, mais mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de couves de mag. Alors d'abord en bien, puis en mal, et c'est ça qui est assez intéressant aussi. En tout cas, donc l'album sort, Flaunt It, il sort même d'ailleurs dans une édition limitée
assez génial qui reprend, qui rend hommage en fait aux jouets japonais, aux boîtes de jouets japonais. Je vous la montrerai évidemment, je l'avais obtenu à l'époque. D'ailleurs un tout petit mot sur la pochette de cet album qui est réalisé par l'artiste Sid Brack, qui est décédé d'ailleurs il y a pas très longtemps, je crois en 2019, et qui était un illustrateur extrêmement populaire dans les années 80, qui faisait des toiles à l'aérographe notamment, mais pas que, et qui a fait des illustrations hyper connues là-bas, des affiches qui en fait qu'achetaient les ados pour les foutre dans leur chambre et tout. Je vous en mettrai un visuel, vous verrez tout de suite le style du mec, et qui a aussi fait des illustrations devenues ultra cultes pour Levi's, Coca-Cola, il a fait une grosse carrière, et c'est lui qui est l'auteur en fait de la toile qui représente la pochette de Flaunt Hit, et que moi je trouve, encore à ce jour, c'est une de mes pochettes d'albums préférées au monde, toujours confondu, mais c'est pas, ça me parle, hein, c'est pas, je dis pas que c'est objectivement la plus belle, mais pour moi elle est incroyable. Donc l'album sort, il va se faire descendre immédiatement parce que la démarche artistique en fait est ou incomprise ou rejetée par les critiques bien pensants en fait. C'est-à-dire que voilà, en fait le groupe ne respecte pas les codes du business quoi, et ça va pas passer du tout. Donc d'abord les chansons se ressemblent trop, c'est ce qui va leur être reproché, alors que c'est totalement voulu. Pourtant Tony James l'explique plein de fois dans les interviews, et moi c'est une démarche que j'adore, que je trouve super intéressante en tout cas, et qui par la suite d'ailleurs va être saluée par énormément d'artistes de la scène techno et électro, où là par contre le fait de décliner des rythmiques ou même des lignes mélodiques ou des riffs ou des trucs comme ça sur plusieurs compos, ça c'est complètement courant en fait. Mais à l'époque ça se faisait pas du tout, et si tu faisais ça, c'était ou que t'avais pas d'idée, ou que t'étais un escroc. En fait les gens n'ont pas compris, pas tous, il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris. Il faut savoir que par contre, en dépit vraiment de ces critiques unanimement mauvaises en gros, l'album va très bien se vendre. Alors, ça va dépendre des pays, mais en Angleterre il va faire le top 10, il va quand même assez bien se vendre. Mais voilà, il va y avoir vraiment une cassure à ce moment-là en fait. Il y a des gens qui vont complètement lâcher le groupe en disant non mais c'est tout le temps pareil, c'est nul et tout, et des gens qui vont se dire c'est des génies, c'est extraordinaire, etc. Justement dans l'audace, il y a aussi une forme de sarcasme artistique que moi j'adore et que je vénère complètement, mais qui était un peu suicidaire, notamment le fait de placer des pubs entre les chansons. Alors ça s'était évidemment jamais fait. Et en fait sur cet album, en tout cas sur les premiers pressages, je sais plus si sur les rééditions elles sont maintenues, on a des spots publicitaires, c'est absolument incroyable. Alors certains fictifs, certains réels. On a par exemple une publicité pour L'Oréal, c'est dingue. On a une publicité pour ID Magazine, un des plus nobles en fait et populaires à l'époque, magazine de pop culture anglais. Et on a aussi des fausses publicités avec un humour que moi je trouve absolument succulent quoi, pour parfois des sociétés qui n'existent pas, c'est absolument génial, sachant que toutes ces pubs sont pas nulles, elles sont géniales à l'écoute parce qu'en fait elles sont composées et travaillées et écrites par le groupe. Donc voilà, donc c'est des pubs mais que eux-mêmes ont fait. Donc voilà, c'est absolument génial, et ça ne choque pas du tout dans l'écoute du disque, on dirait presque comme des trailers, c'est absolument génial. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui adorent justement la présence de ces pubs, devenues complètement cultes aussi. Mais bon, à l'époque, c'est pas passé du tout. Donc c'est là où vraiment les choses vont vraiment basculer pour le groupe, puisque la presse et les médias en fait sont de plus en plus agressifs et vraiment le déteste le groupe quoi, le rejette en fait, essaye de le couler. Et parallèlement à ça, une tournée commence, mais qui se passe extrêmement mal. Il y a de nombreux incidents. Il faut dire que Martin Degville, donc le chanteur, est extrêmement violent, donc voilà, il se bat fréquemment avec des gens du public. En fait l'ambiance trash punk sauvage par contre est toujours là, même si le groupe est blindé de thunes, fait des clips magnifiques, sort un disque en grande pompe, etc. Beaucoup de pubs. Faut dire que l'album a eu comme une campagne publicitaire assez colossale à l'époque. En fait ils sont pas assagis quoi. Donc en fait la presse relate systématiquement les incidents qui ont lieu au concert, et du coup en fait les gens du coup n'y vont pas, enfin au moins, et la tournée coule en fait. Du coup elle est stoppée net en fait assez rapidement, parce que les billets ne se vendent pas suffisamment par rapport aux salles qui sont réservées. Donc le groupe va se retirer. En coulisses par contre, un deuxième album est quand même commandé, parce que voilà, les ventes sont quand même suffisamment satisfaisantes. Il est lancé, mais il va y avoir un premier problème, c'est qu'ils vont mettre 3 ans à le sortir, et c'est trop long. Voilà, ça marche quand t'es Michael Jackson, mais là vraiment les gens étaient passés à autre chose, etc. Deuxième facteur qui va jouer en la défaveur du groupe, et même Tony James par exemple le reconnaît totalement aujourd'hui, le groupe va décider de changer de style. Alors pas vraiment musicalement, mais dans le ton. Et beaucoup de fans, mais moi-même j'ai eu ma période un peu de
déconcertés, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont revenir, et dès le premier single de ce deuxième album qui s'appelle Success, qui est une chanson absolument géniale, coproduite d'ailleurs avec Stock Aitken et Waterman. Alors si vous avez vécu les années 80, vous connaissez ce trio. Bon, la collaboration s'est très mal passée. Elle était née d'une idée de Tony James totalement sarcastique. Mais évidemment, Sputnik et Stock Aitken et Waterman, ils n'avaient juste rien en commun. Donc ça a été que des clashs et des conflits en studio. Enfin bref. Au final, malgré tout, Sputnik a réussi à sortir ce single que moi je trouve absolument fabuleux, qui s'appelle donc Success, mais qui est déjà, même dans les textes, plein d'humour. Enfin, il y a d'humour. C'est pas drôle, mais c'est très léger. Il y a quelque chose de vraiment voilà. Et ça va être le cas sur tout l'album. L'album s'appelle Dress for Excess. On ne retrouve plus du tout la violence de Flaunt It et le côté agressif, voilà, vraiment ironie amère, mais un peu obscène, enfin qui était ultra efficace. Donc l'album va beaucoup dérouter tout le monde. Il aura de moins mauvaises critiques que Flaunt It. Par contre, beaucoup de fans vont se détourner et les ventes vont être correctes, hein, parce qu'on dit beaucoup que cet album c'est pas du tout vendu, mais en réalité c'est pas vrai. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que pour EMI c'est totalement insuffisant et le label lâche le groupe complètement. Et à ce moment-là, Tony James constate qu'il s'est fourvoyé, enfin que voilà, ils ont changé de direction trop vite, enfin qu'ils se sont un peu perdus. Et il a d'autres projets, d'autres idées, machin, et le groupe va splitter à son initiative. Donc voilà. Alors Tony James à ce moment-là, donc là on est en 90-91 parce que le Dress for Excess est sorti en 89. Tony James il va rejoindre son vieux pote Andrew Eldritch de Sisters of Mercy et il va collaborer à l'album Vision Sing, donc le dernier album studio de Sisters of Mercy encore à ce jour, voilà, qui est une tuerie totale. Et d'ailleurs, enfin pour beaucoup de gens, l'arrivée de Tony James chez Sisters of Mercy c'est vraiment une bénédiction, parce qu'évidemment comme Tony James était un auteur-compositeur avec un gros palmarès. Je rappelle quand même, voilà, Generation X c'est lui avec Billy Idol, etc. Il avait fait plein d'autres trucs, et surtout aussi il a tout un réseau, voilà. Je disais tout à l'heure qu'il était ami avec Mick Jones des Clash, enfin voilà. Donc c'est un mec qui est ultra respecté et tout. Et même ceux d'ailleurs qui ont tapé sur ZX Sputnik, très rapidement on fait un peu le distinguo en disant Tony James a du talent, etc. Mais c'est juste que là on le suit pas, quoi. On comprend pas son délire. Alors, moi j'avais plus que compris, je trouvais ça fabuleux. Mais bon, ils sont largués par la maison de disques, mais quand même il y a très vite je sais pas comment dire, le groupe devient culte, mais super vite. Donc le label décide de sortir quelques années plus tard en grande pompe une compilation d'abord une compilation de démos qui s'appelle First Generation, il me semble. De toute façon je vous montrerai tout ça tout à l'heure, qui est géniale, qui est excellente, parce qu'on peut voir vraiment justement la différence en fait des sons à la prod. Enfin c'est super intéressant et puis c'est génial. Et bien plus tard, fin 90, peut-être même tout début 2000 peut-être, une autre compilation sort chez EMI, absolument géniale elle aussi d'ailleurs, avec des inédits, des mix inédits de ZX Sputnik. Et donc tout ça évidemment c'est pas fait pour le plaisir, c'est fait parce qu'il y a une demande, parce que le groupe est devenu totalement culte. Et voilà, et moi il m'arrivait même, enfin quand je parlais de ZX Sputnik à pas mal d'artistes que je pouvais rencontrer, ou quand je me renseignais et tout, je découvrais que c'est un groupe qui était assez vénéré par plein de grosses stars en fait, hein. Mais ça va de Marilyn Manson à des trucs moins connus comme Alec Empire. Mais c'est super intéressant quand même de voir ça, et moi je comprenais totalement, évidemment. Alors en 95, Tony James et Neil Hicks, donc je rappelle, donc c'est les deux qui avaient fondé le groupe, vont composer un album dans le style SSS, donc donc ZX Sputnik, pour un projet parallèle destiné uniquement au marché japonais, qui va s'appeler Sputnik The Next Generation, et avec un autre chanteur, un autre mec au clavier aussi, Christopher Novak, je crois, c'est au chant. Et donc nous, par exemple, là, moi j'ai appris à un moment qu'il y avait un nouvel album qui était pas vraiment du Sputnik, mais qui était dans le style, et qui était composé par Tony James et Neil Hicks, qui sortait, et la seule façon de le trouver, c'était d'aller au Virgin Megastore des Champs-Élysées, où il était trouvable en import japonais, donc à un prix, mais putain, ça m'a fait mal. Mais c'est là que j'ai réalisé à quel point ma fanitude était gravissime même. Donc parce que je l'ai acheté évidemment. Donc voilà, je mangeais des pâtes, mais je l'ai acheté. Et voilà, album excellent, et qui d'ailleurs va étonnamment bien se vendre au Japon. Il va même y avoir un tube qui va carrément cartonner au Japon, Cyber Space Party. Donc voilà. Ensuite on va plus entendre parler du groupe à nouveau jusqu'en 98, où il va annoncer par internet, qui est donc en train d'exploser, à travers son site internet, qu'il se reforme au complet, donc avec à nouveau Martin Degville au chant, Ray Mayhew et Chris Kavanagh et Neil Hicks, donc pour retourner en studio en fait, et sortir un nouvel album studio, mais sur leur tout nouveau label à eux. Donc voilà, et qui sera vendu par internet.
Alors en fait on le trouvait partout, dans les Fnac, etc. évidemment. L'album va sortir en 2002 et il va s'intituler Pirate Space. Alors moi je l'aime beaucoup, mais voilà, les temps ont changé évidemment. Le son Spoutnik est toujours là, mais l'inspiration, il y a quand même quelques morceaux que j'adore, mais c'est un peu différent, je sais pas, il y a un truc qui est plus là, bref, les mecs ont vieilli aussi, enfin bon, ça va, ils sont pas vieux encore. J'ai oublié de préciser qu'à l'époque de Flown It par exemple, les mecs ont la vingtaine, la petite vingtaine, donc c'est vraiment des gosses, mais vraiment, le plus vieux c'est Tony James et il a même pas 30 ans, donc voilà. Donc là oui, là ils sont un peu pris de la graine. L'album a de bonnes critiques par contre, et il sera suivi d'un album de reprise de chansons d'Elvis qui s'appelle Black Elvis, très intéressant, l'année suivante, et d'un ultime album studio, donc le dernier de leur carrière ce coup-ci, intitulé Ultra Real, qui va sortir fin 2003 il me semble, et que j'aime beaucoup, voilà, que j'aime beaucoup également. Et en 2004, le groupe annonce son split, cette fois-ci définitif. Donc il se sépare, voilà. Et à ce moment-là, alors le chanteur lui va un peu péter un plomb. Il est vrai que c'est, il est un peu reconnu qu'il est un peu l'instigateur de ce split en fait du groupe. Voilà, il est devenu hyper capricieux, etc. Il a commencé à casser les couilles de tout le monde, et au final, voilà, du coup le groupe a cassé. Et lui, il s'est lancé, et il continue d'ailleurs à ce jour en fait. Il vivote en fait, il fait sur les souvenirs, enfin la légende en fait de ZigZig Sputnik, et donc il a fait un truc parallèle qui s'appelle Sputnik électronique ou je sais plus quoi, qui est très mauvais évidemment. C'est très 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 mauvais, et où il reprend donc le catalogue de Sputnik, et il fait des petits concerts, mais c'est horrible, faut vraiment pas regarder, c'est ignoble. Par contre donc Neil X lui va très vite rejoindre son pote Mark Almond, voilà, et bosser avec lui, notamment sur l'album Fantastic Star, qui est un album génial de Mark Almond. Mark Almond, donc le chanteur de Soft Cell, pour ceux qui seraient pas trop acclimatés au truc. Et Tony James lui va former le groupe Carbon Silicon avec son ami de toujours Mick Jones, des Clash donc. Et alors eux ils vont avoir de très 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 bonne presse. Moi j'aime pas du tout. Voilà, c'est un style vraiment très particulier, ça a plus rien à voir évidemment, c'est un autre genre, et j'aime pas, moi j'aime pas du tout. J'avais écouté, mais non, je suis pas fan du tout. Je vois que c'est bien, je vois que c'est pas de la merde, mais c'est pas le genre de musique que j'aime, mais alors absolument pas. Et très récemment, fin 2022, début 2023, Tony James va accepter l'invitation de son pote presque d'enfance aussi, Billy Idol, pour reformer Generation X, mais en fait c'est pas vraiment ça. Il forme le groupe Generation Sex, et où ils sont rejoints par Steve Jones des Sex Pistols, et où en fait donc ils font des reprises. Il y a je crois quelques chansons à eux, mais très peu pour l'instant, mais par contre ils tournent à balle, et les retours, alors moi j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, c'est assez génial. Donc c'est Billy Idol au chant, bien sûr. Voilà, ils ont l'air vraiment de s'éclater. Ils ont vraiment, comme je disais, un bon buzz pour l'instant. Ils ont fait des premières parties assez cool, notamment une de Guns N' Roses. Il y a quelques semaines, carrément quoi. J'ai l'impression qu'ils envisagent d'aller en studio et de faire un truc. Voilà, c'est assez intéressant. En tout cas, ils s'éclatent, c'est clairement. Et Neil X, donc lui aussi, lui il est plus avec Mark Almond. Il est de temps en temps encore. Et sinon, il a 2-3 autres projets. Mais lui, il est beaucoup plus épanoui que Martin Degville, ça c'est sûr. Et surtout, il est resté extrêmement proche de Tony James. Donc ces deux-là, ils sont restés potes. Ils le sont à vie, je pense. Et il y a quelques mois, ils ont donné une interview dans un grand magazine anglais, pour célébrer la réédition ultra luxueuse de Flown It en 4 CD, donc un coffret incroyable que j'ai évidemment, que je vous montrerai tout à l'heure dans ma collection, qui célèbre le truc, et où il parle justement d'abord de leurs souvenirs, des moments fun et tout, et puis de leurs erreurs de tactique et tout. Il précise aussi qu'ils étaient extrêmement jeunes, donc voilà, il y a aussi t'es jeune, t'es fougueux, tu fais des conneries, voilà, des mauvais choix, etc. Et où il parle aussi du fait que c'est vrai que ZigZig Sputnik est devenu culte de façon assez étonnante. Dans le milieu. Alors ce qui est intéressant, c'est que oui, les fans de musique, pour peu qu'ils soient un peu pointus, ils connaissent, au-delà du tube, je veux dire, de l'homme missile F-11, mais chez les musiciens, c'est vraiment étonnant. Le nombre de musiciens, d'artistes, de vedettes et tout, qui adorent ZigZig Sputnik, c'est super étonnant. C'est complètement disproportionné par rapport au succès qu'a eu le groupe avec le grand public. Donc voilà, je voulais pas faire un truc hyper long. Moi, mes souvenirs après vraiment personnels, là, je vous ai fait un peu la bio synthétisée au max. Moi, donc voilà, comme je vous ai dit, je découvre ça, j'ai 13 ans je crois encore. Je me le prends dans la gueule, j'achète tous les magazines, toutes les photos. J'adorais aussi leur look, que je trouvais complètement dingue. Le truc, c'est que avec Love Missile F-11, tu
prenait pas seulement une chanson, mais la chanson c'était un voyage cinématographique aussi. C'est vraiment ce que voulait Tony James d'ailleurs. Et ça marche. Et c'est comme quand tu regardes le clip. Tu regardes le clip et en fait on dirait la bande-annonce d'un film, quoi, mais d'un film de ouf, une espèce de croisement entre Classe 84, parce que les mecs ils ressemblent à des punk trash du futur. Enfin c'est complètement fou, quoi, des créatures, quoi, dingues. Et en même temps c'est ultra violent. Enfin il y a cette scène qui a été censurée dans certains pays où Martin Degville tire au fusil mitrailleur sur la caméra. Moi je trouvais ça mais dingue et ultra excitant au sens voilà, artistiquement excitant. Enfin je trouvais ça complètement révolutionnaire et fou. Et par la suite donc voilà, je suis complètement obsédé. Tout mon argent de poche partait en ZZ Sputnik. J'achetais tous les maxi parce qu'en plus ils ont été parmi les tout premiers groupes à travailler à ce point les remixes. Ils étaient les auteurs de tous leurs remixes, les versions extended de 8 minutes, mais de dingue, avec une audace qui était pas du tout... Enfin, comment dire, c'était tout à fait nouveau en fait. Des samples de films de dingue, des samples d'autres chansons, des trucs, morceaux de musique classique insérés à des riffs de boîte à rythme. C'était complètement fou à écouter. Tu savais jamais à quoi t'attendre en fait. Et donc ça rendait la sortie des maxi 45 tours ultra intéressante pour un fan. Et donc c'est pour ça que moi j'achetais tout, parce que à chaque fois non seulement j'étais pas déçu, parce qu'à l'époque il dégoulinait d'idées quoi, mais en plus c'était vraiment de la qualité, enfin pour peu que tu sois accro à ce style quoi. Et ça a continué même sur la fin, c'est-à-dire que même avec les singles de l'album Dress for Excess, les maxi sont extrêmement bons, mais extrêmement bons pour moi, hein. Enfin mais pas que pour moi, pour tous les fans. Donc voilà. Et puis je dois dire aussi pour saluer mon père, que il a eu un geste absolument extraordinaire, et c'était pas forcément coutume à l'époque. Quand j'avais, je sais plus, c'est vraiment, si c'est à la sortie de Dress for Excess, enfin un peu avant. Donc je pense que c'est en 88, quelque chose comme ça. Je vais à l'école, et enfin au bahut, et tout le monde me dit, t'as vu, il y a une pleine page sur ZZ Sputnik dans Libération. Alors là je dis quoi? J'hallucine complètement, d'autant qu'il n'y avait pas forcément d'actu, le deuxième album n'était pas encore sorti. Et donc à la pause, parce qu'il faut savoir que moi j'étais dans un bahut où en fait quand tu sortais t'étais dans la rue, il n'y a pas de cours quoi. Je file au libraire le plus proche, j'achète Libération et je trouve une interview avec un article plein d'ironie où ils tapent un peu dessus, mais il y a comme une interview de Tony James et tout, et ils annoncent en bas d'article que ZZ Sputnik fait un concert surprise le soir même à la Locomotive, donc qui était une boîte de nuit, mais qui faisait aussi salle de concert, donc il y avait très régulièrement des artistes, enfin moi j'y ai vu Success and Bunches, enfin plein de trucs, mais c'est pas une salle normale, c'est pas un concert normal, donc c'est pas à 21h, c'est à minuit, donc voilà, et surtout c'est à Pigalle, et moi à l'époque j'habite, je suis avec mon père et on habite à Meudon. Donc voilà, donc c'est mort, c'est au-delà de loin quoi. Donc je suis en PLS total, et mais vraiment à tel point que comme je sais que je n'ai aucune chance que mon père m'autorise, et puis quand bien même comment je rentre, enfin il va pas me payer un taxi de Pigalle à Meudon, enfin et puis j'ai école le lendemain, enfin c'est mort, c'est ultra mort. Donc je suis tellement traumatisé que dans un geste irréfléchi, dès que les courses se terminent, je prends le métro et je vais à Pigalle devant la loco en me disant, je sais pas, il y a peut-être une affiche, un truc, juste pour voir quoi, enfin c'est complètement stupide. Donc j'arrive, il est, je sais pas, 5 heures, je sais plus quand j'avais quitté les cours à ce moment-là, peut-être 5-6 heures. Et j'arrive et je regarde donc l'entrée de la Locomotive, qui était un lieu que je connaissais de nom mais que j'avais jamais vu. Et donc j'arrive et en fait voilà, pour ceux qui savent pas, la Locomotive il y a rien. c'était juste des portes, mais elles sont même pleines en fait. Enfin et voilà. Donc c'est inintéressant. Il n'y a pas écrit en gros quoi que ce soit. Comme artiste, je veux dire. Et je regarde ça et au moment où je suis déçu, j'entends des voix qui me demandent en anglais de me pousser pour rentrer dans la Locomotive. Alors que c'est l'après-midi, tu vois. Et donc je me pousse, je me retourne et je vois 6-7 personnes qui me regardent en se marrant et qui rentrent. Et je suis tellement en état de choc que je ne percute qu'une fois que la porte s'est refermée, que c'était tout le groupe. Plus une ou deux personnes, j'imagine, leur agent en France, enfin j'en sais rien. Et donc je suis tellement choqué parce que en fait j'ai rien dit, je me suis juste poussé poliment pour les laisser rentrer. Et moi je me dis, putain mais c'était juste le groupe en fait. Donc j'imagine qu'ils venaient pour voilà les répètes, les réglages, etc. Donc en fait je les ai vus voilà, des circonstances complètement frustrantes et horribles. Et donc je rentre chez moi, mais alors plus que dépité. J'en parle vaguement à mon père, mais sans rien lui demander, évidemment,
En plus à ce moment-là, vraiment, on s'entend pas du tout, donc c'est voilà. Et en plus, il déteste ce groupe. J'ai oublié de le préciser, mais vraiment, c'était tout ce que mon père exécrait en musique. Donc, il trouvait vulgaire, nul, enfin, à chier, quoi. C'est pas juste, j'aime pas. C'était, mais tu écoutes cette merde, enfin, vraiment. Et il se passe un truc complètement incroyable. Donc, j'écoute ma musique dans ma chambre avant de me coucher, comme d'hab et tout. Et vers 11h, alors que tout le monde est parti se coucher, quoi, j'entends que ça frappe à ma porte. J'ouvre et je vois mon père totalement habillé, en blouson de motard et tout, avec les 2 casques de moto, et qui me dit vas-y, prépare-toi, on va à la locomotive. Rien que d'en reparler, je suis ému, en fait, parce que c'était tellement gentil, et je m'y attendais tellement pas. Donc j'y crois pas, je m'habille vite fait, et donc dans la nuit parisienne, enfin on est parti comme ça sur sa moto, on a traversé, voilà, enfin on s'est barré jusqu'à Pigalle, quoi, une sacrée trotte, hein. On est arrivé pile bien à l'heure, et donc on est rentré dans la salle. Mon père est directement allé au bar, pour ceux qui connaissent la locomotive. Il s'est voilà, il a bu, il a picolé tout le temps du concert pour j'imagine se remonter le moral d'entendre cette musique qu'il détestait. Mais moi j'ai pu regarder tout le concert, et après donc je l'ai rejoint pendant un quart de seconde. J'ai hésité à lui demander c'était bien, hein, genre mais vu sa tronche, non, lui il avait juste fait sa BA et il m'a ramené à la maison, mais voilà, j'oublierai pas, enfin Dieu sait que voilà, c'est pas la relation avec mon père, bref, mais ça je le lui dois, et j'oublierai jamais c'est ce geste incroyable qu'il a eu, et qui était vraiment c'est plus que gentil, quoi, enfin, et qui était surtout voilà, il avait pas à le faire, enfin, je l'avais même pas demandé, quoi, je n'avais pas ces espoirs là. Donc grâce à mon père, j'ai vu ZZ Sputnik en concert, et en plus voilà, c'était ultra sauvage, quoi, enfin, voilà, la locomotive, c'était n'importe quoi, hein. Mais c'était génial, du coup c'était absolument génial. Et c'est d'ailleurs à ce concert là que j'ai découvert en avant-première, en fait, parce qu'il commençait à rôder des titres du 2e album. Et c'est là que j'ai entendu, je me souviens, pour la toute première fois Success, d'ailleurs dans une version ultra violente, beaucoup plus agressive que le mix final qui est sorti en single quelques mois plus tard. Donc voilà, alors là, je vais vraiment m'arrêter là, et je vais passer à la section collection, donc de toutes mes conneries liées à ce groupe. Et là, les amis, vous n'êtes pas prêts. Et c'est parti, alors on commence par les CD. Alors les CD, j'en ai un sacré paquet, évidemment. D'abord le Flaunt It, édition normale. Voilà. Flaunt It, réédition américaine plus tard de chez Cleopatra Records. Donc voilà, un label américain. Flaunt It, réédition encore plus tard en combo avec le 2e album Dress for Excess. Voilà, il est juste là. Donc voilà, 2 albums sur le même CD. Alors je sais pas comment ils ont fait tenir ça, hein. Inutile de vous dire que le son est pas extraordinaire par rapport aux autres éditions. Voilà, ça passe quand même, hein, mais bon, bref. Donc la compile de démo de First Generation dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, mise au point douloureuse. Voilà. Hop. Excellente compile d'inédits, enfin de démos et d'inédits. La réédition. Parce que je crois que je l'ai dit, mais ça avait bien cartonné, donc il y a une 2e édition avec quelques différences, mais bon, moi comme j'étais un fou furieux, il suffisait que la couve soit différente, le design, tout ça, pour que j'achète immédiatement sans réfléchir. 3e édition de cette compilation, et cette fois-ci des inédits encore différents. Donc là, celle-ci, elle avait vraiment un intérêt. Voilà, on voit que le track listing est pas le même. Il y a eu des ajouts. Excellent. Un bootleg de la première tournée époque Flaunt It. Donc voilà, que j'avais évidemment acheté. L'époque des bootlegs, hein, on s'en souvient tous. Enfin, pour les vieux. Le 2e album studio, donc Dress for Excess. Édition normale. Le maxi CD de Success, donc en collaboration avec Stock Aitken Waterman. Le maxi CD de Albinoni vs Star Wars, qui est une tuerie absolue, où il y a pas mal de remix, un inédit. Enfin, celui-là, il est très recherché, il coûte assez cher. Enfin, il y en a pas mal qui coûtent cher maintenant, évidemment, des maxi. Le maxi de Dancerama. Le maxi CD de Rio Rocks.
l'album solo de Martin d'Egville, parce que j'ai oublié de dire que Martin d'Egville a fait un album solo qui était vraiment pas excellent, ce qui semble logique, hein, bon. Le fameux Sputnik The Next Generation featuring Otei, qui est donc l'album japonais dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que j'ai payé une fortune en import à l'époque, et qui est excellent. L'album studio Pirate Space, donc qui marquait le retour de ZX Sputnik, voilà, donc toute fin 90 et début 2000 même. Donc ça c'est la première édition. J'en ai une deuxième qui est ici. Vous pouvez voir que c'est un peu différent, c'est une réédition, parce que comme je crois que je l'ai dit, l'album a bien marché. Donc hop, Pirate Space, voilà. Un best-of. Un best-of de remix extended. Alors ça c'était absolument génial pour moi, parce qu'ils avaient tout remasterisé. Ah oui, mais ils l'avaient dédicacé d'ailleurs, voilà, tout le groupe. Et parce que, mais je les ai pas rencontrés, hein, mais ils l'avaient dédicacé à distance. Les tout premiers tirages étaient dédicacés par tout le groupe. Donc voilà, ça c'est, et en plus la prod elle est ouf. Enfin, quand t'es fan, c'était une excellente nouvelle, ce truc, une tuerie absolue. Encore un autre best-of. Il faudrait que je cache là, en fait, parce qu'il y a de la nudity, de remix et de rareté, absolument excellent, très recherché pareil aujourd'hui, parce que c'est devenu assez rare. Le fameux album de reprise d'Elvis, Black Elvis, voilà. Le best-of publié par EMI, donc des années plus tard, pour célébrer le groupe, quoi. Voilà, très très bon best-of, et pareil là il y a une prod, les versions sont excellentes, il y a beaucoup de titres d'ailleurs, et c'est vraiment c'est pas du tout anecdotique, quoi. C'est vraiment, le son est absolument énorme. Ils ont fait un très bon boulot en studio, et le maxi CD de la reprise par Westbam, donc les fans de techno connaissent Westbam, c'est une légende absolue, et il a fait une reprise de Love Missile F-111, donc je sais plus ça date de quand, enfin c'était bien plus tard, hein, avec plusieurs remixes, etc. Donc très sympa également. Et voilà, ça c'est pour les CD. Et j'ai oublié de parler de l'événement majeur qui était l'édition ultra deluxe de Flaunt It, il y a 2 ans, je crois, même pas, 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, là vous voyez, c'est énorme. Il y a beaucoup de mix inédits, enfin là c'est le truc vraiment ultra complet. Voilà, il y a même un live à Abbey Road qui était totalement inédit, évidemment. Là, les remix, rareté et B-sides. Un très beau livret, franchement absolument magnifique, mais vraiment magnifique. Quand je vous disais tout à l'heure, les coupes de mag, c'était voilà. Et là, des remixes. Et le 4e CD, c'est l'album Flaunt It, avec quand même quelques trucs en plus, me semble-t-il. Donc là, ça c'est vraiment le coffret de dingo, qui est extraordinaire. Voilà, là, ce coup-ci j'ai fini pour les CD. Je continue avec les cassettes de Flaunt It. Donc voilà, le premier album studio. On notera que effectivement, voilà, la couve n'est pas du tout la même. C'est juste un extrait de la couve, mais bon, on n'a pas le robot ni rien. Quand même, par contre, de mémoire, un assez beau dépliant. Voilà. Avec, ouais, non, c'était vraiment super beau en fait. Voilà, donc, vraiment un super bon boulot. Hop. Deuxième cassette, celle-là je l'ai en double. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je crois que c'est exactement la même édition, il y a juste ouais, il y en a une qui est un peu plus pâle que l'autre. Autre édition de l'album Flaunt It, là ce coup-ci c'est une édition différente, mais là c'est là qu'on voit que je suis un peu malade niveau fan. Voilà, c'est que là on a le logo EMI et là non. Enfin c'est un petit peu différent. Et la cassette n'est pas de la même couleur. C'est-à-dire que là vous voyez il y a une cassette qui est blanche. Et là elle est transparente. Voilà, c'est passionnant. La cassette de l'album donc Dress for Excess.
Il en existe 2 versions et je n'ai que celle-là. Voilà, c'est pour dire que parfois, il me manque quand même parfois quelques pièces, évidemment. Voilà, là au nouveau, un truc assez beau en livret, voilà. C'est quand même des belles pièces. Ça, c'est pour les cassettes. J'enchaîne sur les 45 tours, le 45 tours classique de Love Missile F11, avec cette pochette devenue ultra culte, voilà. Deuxième single, 21st Century Boy, ça c'est l'édition ultra collector, devenue extrêmement dure à trouver, qui se déplie. Alors, je vais vous montrer tout de suite, c'est assez magnifique. Voilà, on avait le disque à l'intérieur et on avait donc une croix. Une croix qu'on pouvait foutre au mur. C'était assez génial. Et putain, je ne l'ai pas déplié en entier, lol. Je me disais aussi que je trouvais ça un peu bizarre. Voilà, la croix elle est comme ça en fait. Voilà, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Voilà, c'est comme en fait c'est la croix de la pochette classique que je vais vous montrer parce que je l'ai évidemment. Enfin, je l'ai en import japonais, mais qui fait rien comme les autres. Voilà, ça c'est l'import japonais du single 21st Century Boy. Voilà. Ensuite le 45 tours de Rocket Miss USA, donc avec la pochette censurée. De mémoire, ah si, elle est censurée aussi sur le maxi, enfin je vous montrerai. Mais on pouvait enlever le sticker hein, et on voyait très bien ce qu'il y avait en dessous, et en dessut il y avait ce que vous imaginez. Donc voilà, et où c'était, voilà, ça c'était vraiment, alors celui-là il est hyper recherché aussi, parce qu'en fait il n'y avait pas marqué ZX Sputnik, il l'avait sorti sous le nom Sci-Fi Sex Stars, donc voilà, le maxi de Sex Bomb Boogie, voilà, où mon père pensait que c'était des missiles et où je lui ai dit non papa, regarde mieux, c'est pas des missiles. J'adore cette pochette, elle est absolument magnifique. Voilà, et le dernier cancer que j'ai de Rio Rocks, donc hop, voilà, et on va passer au maxi vinyle. Et on passe donc au maxi vinyle avec d'abord les quelques versions de Love Missile F11 que je possède. Celle-ci, parce qu'il y en a eu pas mal, hein, il y en a vraiment eu beaucoup même. Là, avec le bandeau mauve. Celle-ci avec le bandeau rose. Celle-ci qui est très recherchée avec le bandeau en russe. Tout écrit en russe. Et même les, voilà, tout, vraiment tout quoi. Même le nom des mecs, c'est absolument génial. Les titres des chansons étaient traduits en russe, enfin, c'est absolument fabuleux. Ensuite, sans doute la plus belle version, donc qui était sortie en édition limitée collector de Love Missile F11, où on a des mix différents, donc c'est les mix du clip notamment, avec tous les extraits de films, donc il y a des extraits de Terminator, de plein de trucs. Et voilà, enfin l'objet est absolument somptueux, enfin avec l'hommage évident à Orange Mécanique évidemment. Et tout est présenté comme si c'était en fait la soundtrack d'un film quoi, donc, complètement quoi. Avec des extraits donc d'images du clip. Et alors, dans cette version collector limitée machin, on avait une série de photos grand format, donc un format vinyle quoi. Hop, voilà, c'est là extraordinaire, j'ai toujours adoré cette photo. Des extraits du clip. Tony James. Hop. Le maxi 45 tours de 21st Century Boy, donc avec l'extended remix, enfin les trucs comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des inédits là-dessus, voilà, absolument génial. Version assez difficile à trouver maintenant,
de 21st Century Boy avec le German Remix, donc un remix encore différent. Vraiment super belle pochette, je trouve qu'en noir comme ça tabasse de ouf, tellement c'est beau quoi. Et là donc on est vraiment dans l'époque, ça je trouve ça absolument génial parce que donc là Neil X il a juste un lecteur de CD portable, lol, lui il a Martin Beckville il a une caméra, et lui il a le téléphone que j'ai d'ailleurs maintenant, de l'époque, enfin c'est... mais c'était le futur de l'époque. Donc la version maxi de Rocket Miss USA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celui-là il est vraiment pareil, très dur à trouver maintenant de nos jours. Avec d'ailleurs une photo des t-shirts avec marqué en russe ZXX Sputnik. Et voilà, là il y avait quand même, vous voyez, beaucoup de choses. Enfin c'était vraiment génial. Franchement ils étaient assez généreux en termes de contenu quoi. Le maxi de Sex Bomb Boogie donc. Bon après c'est vrai que pour les gens qui regardaient pas bien, voilà, c'est vrai qu'il y a marqué Sputnik Missile Corp, mais c'est pas des missiles. Excellent. La compile de démo dont je vous ai parlé tout à l'heure en version 33 tours, enfin vinyle. Très bel objet, franchement super beau. Pareil avec vraiment le design, enfin c'était vraiment bien travaillé quoi. Et même à l'intérieur d'ailleurs c'est en une jaquette en rigide en fait, avec toute une série de photos. Vraiment très bel objet. Le deuxième album studio, donc Dress for Excess. Alors là je sais pas si vous voyez, je ne pense pas, mais en fait tout est en gaufrage, donc c'est tout en relief en fait là. C'est absolument somptueux. Hop. Donc voilà, comme je disais, voilà, le ton a changé, ça se voit. Hein. D'ailleurs, c'est beaucoup plus fun. Enfin, c'est beaucoup plus. Il y a plus d'humour. Enfin, même dans le traité, quoi. Là, et à l'intérieur, d'ailleurs, également une très belle pochette. Vraiment, c'est vraiment des objets. Moi, quand j'achetais ça, je revenais, putain, mais je me disais, mais c'est trop quali, quoi. C'est trop quali, quoi. Bon, moi, je trouvais que le contenu aussi était quali. C'est pour ça la différence avec beaucoup de journalistes et de critiques. Donc ça, c'est le pre-release. Donc ça, c'était pas commercialisé. J'ai eu beaucoup de chance de le trouver. Il est très recherché, évidemment. Du second album, donc Dress for Excess, que je viens de vous montrer. Voilà, c'est le truc Brazil pre-release, en fait, mais il y a eu que là-bas. Voilà, avec parlophone EMI, très belle pièce. Le maxi 45 tours de Dance-Rama, ça c'est le premier volume, celui qu'on trouve le plus facilement. Et donc voilà, avec pareil des extended et un inédit. Et alors ils avaient sous-titré Or Is It Love, et il y avait une version plus dure à trouver, pareil de Dance-Rama à l'époque, avec Or Is It Sex. Et voilà, avec donc les deux mais voilà, c'est un peu plus tricky on va dire. Et voilà, ça absolument j'adorais ce genre de truc quoi. Ça, franchement c'était vraiment, tout était ultra travaillé quoi, je sais pas comment dire. Ensuite le maxi de Success, donc le premier single du deuxième album studio. Voilà, que je trouvais hyper moche. D'ailleurs, on sentait vraiment la différence déjà direct. Bon, ça couvre immonde quand même, on est d'accord, il n'y a rien. La version limitée avec les remixes acides, techno, machin, qui sont géniaux. Hein. Mais alors, la pochette, je m'excuse, ce n'est pas possible. Là, franchement, c'était la punition, quoi. Donc voilà, j'ai acheté quand même, hein. Mais c'était. Bah, parce qu'en plus, par contre, musicalement, c'était génial. Mais alors, putain, visuellement, c'est pas. Non. Et le dernier que je possède, le maxi vinyle de Rio Rocks. Là déjà la pochette j'aimais beaucoup plus parce que voilà, c'est un peu plus punk, enfin voilà. Et voilà, et c'est tout pour les maxi vinyles. Et je termine donc avec la pièce maîtresse qui est le coffret ultra collector de Flauntit en mode boîte de jouets. Donc vous voyez, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. ZXX Sputnik. Là on a le tracklist. Voilà, truc avec des extraits
de la pochette. Et à l'intérieur, on avait donc le livret. Donc livret absolument somptueux. Le disque évidemment. Le livret je le montre quand même parce qu'il était vraiment très très beau. Donc c'est assez grand, hein. C'est plus grand qu'un format CD là, le livret. Je sais pas si on se rend bien compte à l'image. Et donc tout un texte, enfin c'était génial. C'était absolument génial. Ultra beau. Hop. Donc voilà. Et presque plus rare encore, j'ai réussi à obtenir il y a quelques années l'édition cassette collector. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai 2 cassettes. Voilà, parce qu'en fait, quand c'était vendu comme ça avec une cassette plastifiée collée. Mais comme vous pouvez voir, d'ailleurs, ça s'accrochait en fait, voilà, dans les facings de disquaire, quoi. Et c'était vendu comme ça. Donc c'était cartonné. Et en dessous, on avait quand même le livret. Donc là, j'ai un deuxième livret, puisqu'il était inclus dans le plastique en fait. Alors vous allez me demander, mais pourquoi tu as enlevé la cassette du plastique alors que tu as 600 fois l'album? C'est parce qu'en fait, ce truc-là est réellement extrêmement dur à trouver maintenant de nos jours. Et il est presque impossible à trouver totalement neuf, emballé, etc. Donc là, en fait, le mec l'avait, mais déballé sans le plastique qui maintenait la cassette. Mais par contre, il l'avait... Enfin voilà, l'état du carton est absolument nickel. Enfin, c'est complètement inespéré d'avoir trouvé ça. Donc je suis très heureux de le posséder. Voilà. Alors donc je continue avec l'unique cassette vidéo qui existe de ZigZig Sputnik, enfin officielle en tout cas. Donc c'est la VHS en fait, la VHS single en fait de Sex Bomb Boogie, avec donc le clip en fait de Sex Bomb Boogie plus la version live de Love Missile F111. Donc voilà, ça c'est pareil, un objet devenu très recherché et très cher, mais que j'avais acheté à la Fnac à l'époque, dès sa sortie en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Vidéo single, excellent. Hop. Ça c'est le livre officiel sur ZigZig Sputnik, sorti à l'époque de Flauntit. Voilà, qu'on trouve, enfin je sais plus, j'ai un pote qui le cherche et il m'a dit il était tout content parce qu'il l'avait trouvé sur eBay, je sais plus, il y a un mois. Et je lui dis tu t'es content parce que tu as trouvé pas cher? Il m'a dit ouais 100 €. Putain. Bref, donc voilà, donc tout un bouquin, enfin un magazine, quoi. Enfin ça c'est plus c'est quand même un bouquin quand même, hein. Assez magnifique, enfin pour les fans. Alors là par contre c'est pas un livre, c'est un magazine, c'était le magazine officiel, c'est bien écrit là, sur le groupe en fait, pour présenter un peu le groupe à la sortie, pareil, je crois même que c'était avant Flauntit, à l'époque de Love Missile F111, où on avait donc tout un texte de présentation, photo de signature de contrat chez EMI, plein de trucs de ouf. Et en fait donc ça se dépliait et ça donnait un immense poster. Voilà, hop. Pareil, une pièce devenue assez rare à trouver en bon état parce que c'était très fragile, hein. Évidemment c'est juste un petit... Ah ouais, la page du merch, énorme, magnifique, vous pouvez commander à l'époque. C'est excellent. Donc voilà, ensuite j'ai un paquet de paperasse. J'en ai perdu pas mal à une époque, hein, je précise quand même. Un mini magazine français, photo musique, ça n'existe plus du tout évidemment. Sorti à l'époque où il y avait, donc on dépliait, pareil. On avait des mini bio. Hop. Et quand on l'ouvrait complètement, on avait un poster, et je peux vous dire que celui-là, il a été très longtemps au mur de ma chambre d'ado. Mais alors, vraiment, vraiment longtemps. Je l'aimais beaucoup. Voilà, celui-là, je trouvais mortel, quoi. Alors ensuite, il y a des bouts de magazines et des magazines. Donc là, un magazine anglais. Pareil.
Alors à l'intérieur j'ai des extraits d'articles d'un peu partout. Donc je saurais même pas trop, voilà, des chroniques, des trucs comme ça. Chronique de Flaunted. J'ai l'impression que c'est dans Rock and Folk. Voilà, ZX Sputnik, voilà, Flaunted. Voilà, pareil, toujours encore des papiers. Magnifique photo des Beastie Boys, excellent. Indegville. Pareil, des articles de presse. Là, les articles de presse, j'en avais mais tellement. Là encore. Tout ça, c'est sur Sputnik. Voilà, c'était extrait de Star Hits. Ah, là, encore un truc, clairement. Voilà. Ça, les trucs là comme ça, je les cumulais, je les mettais sur mon mur, c'était entièrement recouvert de toute façon. Même séance photo, petit. Poster pareil, que j'ai eu très longtemps au mur de ma chambre, de mes chambres d'ado. Ah ouais, là il y a un immense poster aussi. Hop. Voilà. Avec ZX Sputnik écrit en russe à nouveau. C'est un poster de Smash Hit. Alors là, c'était assez rare pourtant qu'ils fassent des posters gigantesques dans Smash Hit, mais pour Sputnik ils avaient fait un effort. Faut dire que visuellement c'était assez spectaculaire. Encore des articles. Ah, ça c'est une photo promo voilà, que j'avais trouvé quelques années plus tard. Donc extrait de la séance du photoshoot en fait pour Flaunted. On reconnaît le fond avec les écritures japonaises. Mais c'est une autre pose qu'ils ont, donc c'est encore autre chose. Ça c'était un package que j'ai eu, je sais plus trop comment, avec des trucs de fan club en fait. Ça c'était le truc de la maison de disques pour promouvoir la sortie de l'album. Et donc là on avait des trucs de promo avec ça, je crois que c'était un truc de la maison de disques pour présenter le groupe. Voilà, c'est même sûr. Voilà, je trouve des trucs comme ça, voilà, des photos. Voilà, ça les photos j'en ai 1 milliard. Donc je vais même pas toutes vous les montrer. Les trucs de magazine. Ah, ça c'est le tout premier poster que j'ai eu. Le tout premier poster que j'ai eu de ZX Sputnik, c'était celui-là, dans le magazine Bravo, pour ceux qui ont connu ce magazine qu'on trouvait à Paris et en France, qui était un magazine étranger, mais qui avait tout le temps des photos géniales de Stallone, en fait il faisait musique et ciné, et donc c'était absolument trop cool, quoi. Ah, celui-là, j'en reviens pas de l'avoir toujours, parce que le papier a bien jauni, mais je l'adorais. Et ça, c'était un passage chez TV6. Alors, pour ceux qui ont connu TV6, il y avait eu une émission, en fait, où ils avaient reçu le groupe. Et voilà. Et il y avait eu, dans un magazine, ils en parlaient. C'était absolument génial. Et voilà, je sais que j'ai encore d'autres trucs. J'ai des cartes. Alors, cartes comme ça. C'est comme des cartes postales, enfin c'est des cartes postales tout simplement. C'est la super belle photo, j'adore. Série de cartes postales officielles qui était sortie à l'époque. On avait absolument tout le groupe, donc fallait le truc c'était d'avoir les 4, enfin les 5 pardon. Et aujourd'hui, on l'a pas jauni, enfin la moins jaunie que les autres. Et aujourd'hui c'est rien que le jeu de cartes pour le trouver complet, c'est compliqué. Voilà. Et voilà, ça c'est les cartes postales. Donc là on passe au badge que j'ai toujours, incroyable. Voilà.
Ça, le t-shirt officiel acheté en 86 et que j'ai toujours, parce que complètement fou. Très bonne qualité, clairement, parce qu'il a été énormément porté. Et également celui-ci qui reprend le design d'Orange Mécanique, également acheté en 86. Autre t-shirt de l'époque également, acheté au puce de Clignancourt, je m'en souviens extrêmement bien. Voilà, et je vais conclure avec une pièce assez extraordinaire que j'ai reçue il y a quelques jours seulement et que je vénère totalement, comme vous pourrez vous en douter. Il s'agit de l'affiche en fait officielle, promotionnelle, qui était envoyée chez les disquaires à l'époque de la sortie de Flaunt It pour annoncer la sortie de l'album. Donc elle est très grande, hein. C'est ma plus grande affiche, je pense. Et elle est absolument magnifique, dans un état absolument remarquable. Et je l'avais eu il y a une quinzaine d'années, même un peu plus, et je l'avais perdue. Donc je suis très heureux de l'avoir retrouvée, surtout en si bon état, puisqu'elle date donc de 1986. Voilà, normalement vous venez de subir toute ma collection. J'espère que ça vous a plu, et félicitations surtout si vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo alors que vous n'êtes pas forcément des fans de ce groupe. Là, vraiment bravo. Et j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.